Pensez vers Dieu, notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, les guides spirituels, les anges gardiens, tous ces missionnaires qui sont venus se réincarner pour nous léguer des travaux, des études, des recherches sur les lois naturelles, notamment celles qui règlent le monde spirituel, et les échanges entre le monde spirituel et le monde matériel. Et donc, c'est pour ça que nous remercions ce matin pour l'occasion d'être réunis pour pouvoir étudier un peu plus ces lois, qui sont des lois de la nature, parce que nous savons que si nous arrivons à nous mettre en harmonie avec les lois de la nature, notre âme évolue vers le bonheur. Et nous espérons aussi que ces études d'aujourd'hui puissent être bénéfiques pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Voilà. Bonjour Delphine. Vous devez voir mon écran. Donc, depuis début juin, on avait attaqué les fameuses lois divines ou naturelles, hein, les lois de la nature, que Kardec a déclinées en 10 lois, hein, qui sont lois d'adoration, de liberté, de progrès, de société, de travail, de destruction, de conservation, d'égalité, de reproduction, de justice, d'amour et de charité. Hein, donc, on avait vu déjà la loi d'adoration, qui est la prière, hein, c'est ce qu'on vient de faire. On avait vu aussi la loi de liberté, qui est, comment dire, attendez, je vais changer cette position, je vais le mettre ici. C'est un peu, voilà. Ouais, bouf. Bon, c'est le soleil. La loi de liberté, hein, on aimerait tous être libres, hein, autant que faire se peut, mais notre liberté s'arrête là où elle empiète sur celle du prochain. Dès qu'on vit en société, on ne peut pas. Hein. Il faut qu'on respecte la liberté des autres. Si les autres ne respectent pas notre liberté, il n'y a pas de liberté du tout. Hein. Par contre, on a la liberté de penser, la liberté de conscience. Après, il y a la loi du progrès, et c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Hein. Donc, on a été... Aujourd'hui, la science a démontré qu'on descend de l'Homo sapiens, hein, qui est Cro-Magnon, hein, depuis 70 000 ans à peu près. Et on a quand même fait un peu de chemin entre-temps, intellectuellement surtout, et aussi moralement dans une certaine mesure, quoi. C'est plus tellement, je dis tellement, hein, la loi du plus fort, c'est, voilà, on n'est pas encore à la loi du plus sage, hein, mais on évolue, on a quand même évolué. On n'est plus quand même dans la barbarie de l'Antiquité ou du Moyen Âge, même s'il reste encore de la barbarie. Ensuite, on verra la loi de société, donc ce sera la semaine prochaine, la loi du travail la semaine d'après, la loi de destruction, de conservation, d'égalité, de reproduction. Hein, donc de justice, d'amour et de charité, ça nous occupera jusqu'à fin octobre. D'accord? Alors allons-y pour cette loi de progrès. Hop, si je mets ça, voilà, nous y sommes. Alors la loi de progrès. L'objectif général, c'est on évolue. Alors, je vous ai dit, on évolue intellectuellement et on évolue aussi moralement. Et à votre avis, l'évolution intellectuelle et l'évolution morale, elles marchent comment? Aujourd'hui, on voit beaucoup, on voit pas mal d'évolution intellectuelle. Par contre, l'évolution morale, c'est pas tout à fait ça. Non, je sais pas si j'ai cette impression-là. Je sais pas si vous la partagez. Tout à fait. Tout Bonjour à fait. Émilie. Hein? Il y en a même qui utilisent leur intelligence pour faire le mal, n'est-ce pas? Hein, pour des dictateurs, les corrompus et tout ça. Eh oui, mais bon, le progrès, il se fait sur ces deux plans, le progrès intellectuel, le progrès moral. Donc, on va faire le rapport entre les deux. On va voir celui qui est un peu plus en retard, ou du moins qui semble le plus en retard, c'est le progrès moral. Quels sont les plus grands obstacles à ce progrès moral? Qu'est-ce qui bloque?
Qu'est-ce qui nous bloque, nous, déjà, et qu'est-ce qui bloque l'humanité dans ce progrès moral? L'orgueil. Et ouais, par exemple, voilà. Et donc, on va voir comment est-ce que le spiritisme il peut aider justement à encourager ce progrès moral pour que le progrès moral rattrape un peu le progrès intellectuel. D'accord? Voilà, alors, livre des esprits, donc là, il y a un chapitre, hein, donc toutes ces lois, ces 10 lois naturelles, c'est le livre troisième du livre des esprits, hein. Donc, c'est là, pour loi du progrès, c'est dans les questions 780. Et donc, Kardec, les esprits lui répondent, il y a deux espèces de progrès qui se prêtent un mutuel appui et pourtant ne marchent pas de front. C'est le progrès intellectuel et le progrès moral. Donc, vous voyez, les esprits disent, ils ne marchent pas de front, hein. Ça veut dire que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, le progrès moral et le progrès intellectuel, il avance plus vite, beaucoup plus vite que le progrès moral. D'accord? Et bon, alors on voit des gens qui sont simples, hein, et qui ont le cœur sur la main, hein. C'est pas une règle, il ne faut jamais généraliser, hein. Vous trouverez assez facilement des personnes qui sont moralement aussi évoluées que intellectuellement. Et alors c'est dommage, faudrait que je fasse une image un jour pour vous la montrer. Pour illustrer ça, moi je fais souvent un diagramme qu'on appelle à 4 cadrans, hein. Donc vous avez un axe qui est le progrès moral et un autre axe, les abscisses et les ordonnées, hein, si vous vous rappelez du lycée, donc qui est le progrès intellectuel. Et donc si on adopte une logique binaire en disant que c'est peu évolué et plus évolué, peu évolué, plus évolué, eh ben, on arrive à 4 cas. C'est ce qu'on appelle les 4 cadrans, hein. Vous avez 4 carrés. Et donc, si on commence par le carré en bas à gauche, c'est ceux qui sont peu évolués moralement et ceux qui sont peu évolués intellectuellement. D'accord? Alors, on peut essayer de se représenter qu'est-ce que ça pourrait être. Bon, ce sont des gens qui sont des brutes, quoi, qui sont mauvais, mais qui ne sont pas intelligents. C'est un peu, voilà, un homme préhistorique, quoi, hein, où, comme nous on était, on est peut-être encore un peu d'ailleurs, dans le passé, hein, donc moralement peut évoluer, mais intellectuellement peut évoluer aussi. Donc, bon, voilà, à partir de... C'est des cas sociaux qu'il faut aider à avancer, quoi, hein. Il faut les aider à s'éduquer et puis aussi à devenir meilleurs, leur expliquer les inconvénients du mal, quoi, hein. Voilà. Après, vous avez le deuxième cadran. Donc, c'est ceux qui sont moralement évolués et qui sont intellectuellement pas très évolués. Alors, ça, ce sont les bons collaborateurs, quoi. C'est, comment on dit ça, des chevaux de trait, hein. Une expression qu'on utilise en France. C'est des gens qui vous seront extrêmement dévoués, hein, mais qui voilà, manquent un peu d'intelligence, donc il ne faudra pas leur en demander plus que ce qu'ils sont capables de faire, quoi, hein. Ce sont des excellents collaborateurs, mais limités dans leurs possibilités à cause de leur, justement, des limitations de leur évolution intellectuelle. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut les aider, l'éducation, donc à évoluer intellectuellement, hein. Après, vous avez, on va remonter, ceux qui sont moralement évolués et intellectuellement évolués. Ça, c'est un peu les perles rares, quoi, hein, parce que ils sont très intelligents, ils utilisent leur intelligence pour faire du bien, pour se prévenir du mal, etc. Ce sont ces gens-là qui sont intelligents et intègres qui devraient nous diriger, qui devraient diriger les entreprises, qui devraient être nos responsables politiques, hein. C'est ces esprits-là qui devraient, voilà, parce qu'on a tout à tirer d'eux. Ils sont intelligents et bons, quoi, hein. Donc, ils sont tout à fait capables d'être
d'avoir de grandes responsabilités au service des gens, en toute confiance, quoi, sans tomber dans la corruption, sans tomber dans la manie du pouvoir, voilà, puisqu'ils sont évolués moralement, quoi. Et puis là, vous avez le quatrième cadran, donc je l'ai laissé en dernier, celui-là. Ce sont ceux qui sont intelligents, donc évoluer intellectuellement, mais peu évoluer moralement. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Ben, ça, c'est les pires, hein, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ceux qui utilisent leur intelligence pour faire le mal. D'accord? C'est ceux qui sont corrompus, ceux qui utilisent leur intelligence pour se maintenir à des positions de dictature, d'exploitation du peuple. On peut citer plein d'exemples, hein. Je ne veux pas citer de noms, hein, mais après, je pense que vous identifierez assez facilement ceux qui devraient travailler pour la collectivité et qui en fait travaillent pour eux, hein. Voilà, ça, c'est ceux qui sont les évoluer intellectuellement, qui ont de l'intelligence, mais qui n'ont pas l'évolution morale. C'est ça que je dis, ce sont les pires, ce sont les plus dangereux. Et quand vous en avez des comme ça dans une société, par exemple, plus tôt vous les avez fait partir, mieux c'est, hein, parce que c'est des gens qui peuvent vous détruire une entreprise, parce qu'ils Ce ont sont ceux qui ont l'intelligence, le plus besoin de nos prières. qui ont le plus besoin de nos prières. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que le spiritisme peut faire pour améliorer ça, hein? Donc, les prières, effectivement, c'est un des axes. Et alors, c'est intéressant parce que les esprits, ils expliquent vraiment dans le détail comment il faut faire. Regardez voir la question 780. Le progrès moral suit-il toujours le progrès intellectuel? Réponse des esprits. Il en est la conséquence, mais il ne le suit pas toujours immédiatement. Donc le progrès moral découle du progrès intellectuel, mais pas toujours tout de suite. Et on a vraiment l'impression qu'on est beaucoup dans cette phase, hein, en ce moment, dans l'humanité, hein. Alors, comment est-ce que le progrès intellectuel peut amener au progrès moral? Ben, c'est la question suivante. Le progrès intellectuel conduit au progrès moral en faisant comprendre le bien et le mal. L'homme alors peut choisir. Le développement du libre arbitre suit le développement de l'intelligence et augmente la responsabilité des actes. C'est-à-dire que le progrès intellectuel, à un moment donné, nous fait, alors dans un premier temps, il nous met des œillères, hein, et c'est encore une fois, on est en plein là-dedans, c'est le matérialisme, le matériel, le confort, le luxe, les avions qui balancent du CO2 dans l'atmosphère et qui font les tempêtes et les feux de forêt et tout ça pour aller se bronzer les doigts de pied sur des îles au milieu de l'océan Indien. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça voilà, qui sont aujourd'hui possibles, mais qui ne sont pas forcément durables. Le fait maintenant qu'on commence à comprendre que, ah oui, mais attends, il y a des orages de grêle, il y a des feux de forêt, il y a les niveaux de l'océan qui montent. Bientôt, ces îles où on va se bronzer les doigts de pied risquent d'être sous l'eau, hein. Et donc, c'est là où, quand on raisonne un petit peu, on comprend que ce n'est pas dans notre intérêt de le faire. Alors, il y en a qui sont toujours assez égoïstes et ils disent, oui, mais bon, pour l'instant, moi, je peux quand même y aller. L'océan n'a pas encore monté, donc je m'en fiche, j'y vais. Oui, mais et tes enfants? Ah, voilà, et tes petits-enfants. Donc là, on commence déjà à réfléchir un peu plus, mais il y en a qui disent, oh, ben, ils se débrouilleront bien, hein. Après, il y a un autre côté du progrès intellectuel qui est justement spécifiquement amené par le spiritisme, et c'est quoi? C'est les connaissances rationnelles sur le monde spirituel. Oui, nous avons une âme. C'est le fait qu'on a une âme, c'est démontré, comme on l'a vu dans les leçons antérieures, hein, par tout un tas de phénomènes comme les émancipations de l'âme, le sommeil, le rêve, les expériences de mort imminente, la télépathie, la vue à distance, la médiumnité. Tout ça, ce sont des éléments
clairement prouve qu'on n'a pas qu'un corps physique, qu'il y a quelque chose en plus, quoi. On a une âme. Et donc, le spiritisme, il va plus loin. Il dit oui, mais ok, on a une âme, et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle était où? Elle était créée en même temps que le corps? Non, non, elle existait déjà avant, elle s'est réincarnée. Ah oui, mais bon, Ian Stevenson, les marques de naissance, les mémoires des vies passées, on a partout des éléments factuels que le spiritisme montre pour prouver. Et on s'adresse là bien à l'intellect, on est bien d'accord. Hein, on s'adresse à l'intelligence des personnes. Et que devient l'âme après la mort? Ah ben ok, ben, il y a la médiumnité, donc on peut leur poser la question et voilà ce qu'ils nous disent. Hein. Ben oui, j'ai été bronzer mes doigts de pied aux Seychelles en me souciant très peu de mes enfants et de mes petits-enfants et de la nature. Et là, ben, dans le monde des esprits, je me retrouve dans le noir, dans le seuil, dans je ne sais pas où, je ne suis pas bien, je regrette profondément ce que j'ai fait. Ah, bon, ben, ouais, c'est vrai, c'est un élément, c'est un témoignage. Vous en avez une centaine de témoignages comme ça. Hein. Et donc, c'est ça que le spiritisme apporte, si vous voulez. Il apporte un élément supplémentaire hein, pour se dire, allez, si aujourd'hui ces personnes qui sont au pouvoir et qui utilisent malheureusement mal leur intelligence étaient conscients des conséquences que ça va leur apporter dans le monde spirituel, à votre avis, ils réfléchiraient un peu autrement aujourd'hui, non? Parce qu'ils ne deviendront pas des saints du jour au lendemain, mais au moins ils se diront, oups, effectivement, ben oui, un de ces quatre, je vais mourir, on va me mettre dans une boîte, et après, hein? Ben après, c'est le néant, donc j'en aurais profité un maximum. Non, 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 c'est pas le néant, c'est pas le néant. Regardez, l'âme survit après la mort. Et voilà ce que les âmes qui étaient comme vous disent. Hein. Donc là on apporte un argument supplémentaire qui permet justement à notre intelligence de se dire, effectivement, où il est mon intérêt? Il n'est pas dans les choses matérielles temporaires, il est dans les choses spirituelles, dans mon âme, dans la conscience, parce que ça, c'est ce que je vais emmener le jour où je retournerai de l'autre côté, et ça qui va arriver prochainement. Ne vous inquiétez pas, ça peut être dans quelques décennies, voire un petit siècle pour les plus jeunes. Hein, c'est pas tout de suite, mais bon, ça peut être demain aussi. Hein, on ne sait pas. Hein, la seule chose qu'on sait, c'est qu'à 100% de probabilité, on peut faire des prières, on peut faire des passes, on peut faire tout ce qu'on veut, mais un jour, on ira quand même. D'accord? Et donc, bon, comme on est sûr d'y aller avec 100% de probabilité, c'est quand même, ça vaut quand même la peine de se pencher un peu sur la chose. C'est un voyage qu'on va faire, donc il vaut mieux réfléchir un petit peu pour le préparer, pour que ça se passe au mieux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc ça, c'est la manière dont le progrès intellectuel, hein, 785, peut conduire au progrès moral. On comprend le bien et le mal. Hein, on comprend ces lois de la nature comme on est en train de les voir là. On comprend euh, les conséquences du bien et les conséquences du mal. On comprend la loi d'action et de réaction, la loi de cause à effet. On comprend toutes ces choses-là. Hein. Si on fait du mal à quelqu'un ou à quelque chose, ce mal finira par nous retomber dessus, d'une manière ou d'une autre. On le regrettera. Hein, on l'aura sur notre conscience. Et à partir du moment où on comprend ça, eh ben, on n'arrêtera pas de faire le mal du jour au lendemain, mais au moins c'est un stimulant pour que on aille réduire peu à peu, hein, et puis on essaye de faire davantage le bien. Et aujourd'hui, le bien, heureusement, il y a déjà sur la Terre pas mal de gens bien, des gens qui sont là, des associations, des gens qui se dévouent, du personnel soignant dans les hôpitaux. Enfin, et voilà, il y a énormément de personnes qui font déjà le bien sur la Terre. Donc, on a des exemples. Des gens qui vont sur un bateau maintenant pour essayer pour essayer d'arrêter cette tuerie à Gaza, etc. Hein. Donc, des gens bien, il y en a déjà. Donc, après, c'est ce qu'il dit. On peut choisir. On peut choisir. Voilà. Est-ce que je préfère, moi, envoyer des bombes ou est-ce que je préfère militer pour que les gens s'arrêtent d'envoyer des bombes? Et c'est à nous de choisir. Et c'est clair que le jour où on retourne de l'autre côté,
je le dis toujours, hein, des fois on subit des injustices et on se révolte. Hein. Quand on voit une injustice, ça nous révolte. Hein. C'est la loi de justice qui viendra dans les prochains cours. Euh, mais le jour où, le jour où on retournera de l'autre côté, il vaut mieux être de ceux qui ont subi une injustice que de ceux qui l'ont commise. Hein. On est bien d'accord. Pour la conscience, c'est beaucoup plus ah, j'ai subi une injustice et puis maintenant, paf! Ah, ben oui, et on comprend, on voit le passé, pourquoi on a subi cette injustice et tout, et comment ça nous a libérés d'un poids, comme ça nous a libérés de quelque chose du passé sur lequel on a passé la gomme grâce à ces difficultés qu'on a endurées sur la Terre. Ça, c'est un état de conscience. L'autre état de conscience, c'est ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça, mon Dieu? C'est quelqu'un qui probablement choisira de subir une injustice ou quelque chose d'équivalent dans une prochaine vie. Vous voyez, quand on subit l'injustice, ça veut dire qu'on a déjà passé une étape, qu'on est déjà une étape ou un degré plus loin hein, sur notre progrès, sur notre évolution. D'accord? Donc, quand vous subissez des injustices, alors je ne dis pas qu'il faut se laisser faire, hein, c'est pas ça que je dis, mais de là à se plaindre, pourquoi moi, commencer à incriminer Dieu ou je ne sais quoi, bon, voilà, ça ne nous avance à rien. Hein. Il vaut mieux se dire, bon, j'ai subi cette injustice, bon, alors il faut faire tout ce qu'on peut pour ne pas les subir non plus. Hein, je vais donner des exemples, hein, quand on dans les couples, quand il y a de la violence, par exemple, bon, personne n'est condamné à rester, à subir des violences. Hein, et non, au contraire, il vaut mieux arrêter, il vaut mieux partir, attendre quoi, qu'il y ait quelqu'un qui soit blessé ou quelqu'un qui soit mort. Dans ce cas-là, c'est pire, hein, parce que la personne qui est actuelle prend une responsabilité encore beaucoup plus forte. Donc, quand ça ne va pas, hein, et c'est pour ça que le spiritisme, par exemple, vous verrez clairement l'indissolubilité du mariage, hein, notamment dans l'évangile selon le spiritisme. Le spiritisme n'est pas contre le divorce, hein, pas du tout. Je ne dis pas qu'il faut se divorcer pour un oui ou pour un non, c'est pas ça non plus. Mais quand vraiment ça ne va pas, quand il commence à y avoir de la violence et des choses comme ça, ben, il vaut mieux arrêter. Il vaut mieux arrêter, séparer de fait, séparer officiellement ce qui est déjà séparé de fait. Vous voyez. Parce que personne n'est condamné à rester, à subir des violences. Donc, c'est tout à fait légitime de se défendre, de faire ce qu'il faut, de prévenir le fait qu'on subisse des violences. Vous voyez, on est dans la logique opposée d'une logique qu'on voit parfois chez les hindous quand ils disent qu'ils voient un indigent dans la rue. Non, surtout ne l'aide pas parce que le fait d'être indigent, c'est son karma. Donc là, ça va trop loin. Le spiritisme ne dit pas ça. Le spiritisme dit son karma est peut-être fini, et donc c'est peut-être toi qui a sur toi que la providence compte pour le sortir de son karma. Vous voyez, le spiritisme est beaucoup plus euh, ouvert, c'est la charité, quelle que soit la situation. D'accord? Donc, il n'est pas du tout d'accord avec ah, c'est son karma, il faut le laisser. Non, non, ça c'est de l'omission, quoi. Voilà. Euh, donc, en faisant comprendre le bien et le mal, l'homme alors peut choisir. Alors, ça prend du temps, évidemment. Là, on a bien évolué hein, depuis l'Antiquité, où on mettait encore des gens à brûler en public ou se faire manger par des lions. Ou alors le Moyen Âge où on brûlait les gens sur des bûchers. Voilà. Bon, il y a encore énormément de violence aujourd'hui. Il y a encore des pays qui pratiquent la peine de mort. En France, heureusement, on l'a abolie. Hein. Et donc, il y a encore beaucoup de mauvaises choses ici sur la Terre, quoi. Mais on a le progrès, il y a quand même eu du progrès. Hein. Mais voilà, de progrès surtout intellectuel et technologique. Qui sait, si vous, Moi, quand j'étais jeune, vous m'auriez dit, on va faire une conférence comme on est en train de faire là. Hein, alors, vous êtes tous en France ou en Belgique,
mais il pourrait très bien y avoir, on fait des fois des conférences comme ça avec des gens qui sont en Australie et les autres, ils sont aux Amériques, quoi. Vous m'auriez dit ça quand j'étais jeune, j'aurais dit non. Hein. Tu as vu un peu le téléphone, ça coûte un bras. Quand on appelait les parents au téléphone quand j'étais au Brésil, il y avait le chronomètre. Hein. Et puis, c'était pas en euros, mais on savait très bien qu'une minute, ça coûtait, je sais pas, 3, 4, 5 euros. Hein. Et ça y allait, hein, les factures de téléphone de 100 euros, des trucs comme ça. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, on a Internet. Il y a quand même bon, le progrès. Hein. Alors, Internet, nous, on l'utilise pour faire des cours, pour faire le bien. Il y en a d'autres qui l'utilisent pour faire de la pornographie, pour faire comment on appelle ça, du hameçonnage, de la manipulation, de diffuser des mensonges ou des choses qui sont complètement futiles. Hein. Voilà. Ben, le progrès, c'est aussi ça. C'est on n'est pas contre, le spiritisme n'est pas contre les progrès technologiques, mais il faut les utiliser à bon escient, il faut les utiliser pour faire le bien. Hein. C'est ça. L'intelligence artificielle, c'est aussi un progrès. Le spiritisme n'est pas contre l'intelligence artificielle. Ça vous arrive de temps en temps de l'utiliser? Non, Oui, ouais, plus ou moins. non. Non? Il faut Oui, essayer, hein, je vous dis, c'est assez impressionnant. Hein. oui, mais Et d'ailleurs, maintenant, de toute façon, avec les dernières mises à jour des navigateurs et tout, quand vous posez une question, c'est l'intelligence artificielle qui vous répond. Et mais vous, puis, selon la question que vous posez, avec le temps, vous apprenez à comment poser des questions pour qu'ils vous répondent au mieux. Ben, les réponses sont de plus en plus sensées. Vous savez qu'il existe un chatbot de Kardec, un chatbot du spiritisme et de Kardec. Alors, c'est en anglais, malheureusement. On devrait le faire en français aussi. Ben, c'est, comment dire, vous l'ouvrez et puis c'est l'intelligence artificielle qui parle du spiritisme. Eh ben, il ne se trompe pas beaucoup. Hein. Et pour trouver des erreurs, c'est vraiment sur des nuances et des choses comme ça. Parce qu'évidemment, dans ces chatbots, ben, on met tous les livres, on met toutes les informations, toutes les revues. Et donc, il va chercher là-dedans, vous posez une question, il va vous trouver la réponse. Hein. Donc, c'est quand même. Là, vous voyez l'intelligence artificielle utilisée pour faire le bien. À côté de ça, il y a quoi? Vous avez des gens qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors, ils sont déjà capables, par exemple, là, ils m'ont enregistré, il connaît ma voix et il me fait dire quelque chose qui n'est pas du tout de moi. Et le prochain progrès, il me filme. Hein, et donc, très bientôt, ça, je pense que ça va arriver dans les semaines, dans les mois à venir, si ça n'existe pas déjà, vous verrez une image de Charles Kempf qui va vous dire quelque chose de complètement différent de ce que Charles Kempf, le vrai, pense. Ils vont faire un faux Charles Kempf. et qu'est-ce que vous allez Donc, répondre à ça? ce que vous voulez qu'on fasse. C'est les gens qui. Qu'est-ce qu'on peut dire s'il y a des gens qui répandent des mauvaises informations sur le spiritisme? Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de mettre la bonne information où il va, et puis d'appeler les personnes au discernement, de développer leur intelligence. Hein. Donc c'est ça aussi le rôle du spiritisme, c'est de développer le discernement. Hein. Voilà. Et puis après, bon, ben, si jamais vous voyez un Charles Kempf bizarre, ben, vous pouvez toujours me contacter pour voir si vraiment j'ai pété un plomb ou si c'était un faux. Hein. Voilà. Mais non, on en arrive là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut se méfier de tout. Alors, Kardec le disait déjà à l'époque. Il le disait à l'époque, pourquoi où il faut se méfier de tout? Les communications avec les esprits. Hein, il disait, attention, passez tout au crible du bon sens et de la raison, parce que vous avez des mauvais esprits qui sont dans le fameux carré intelligent et mauvais, qui vous feront du copier-coller de l'évangile, de Kardec, de tout ce que de Diva, de Chico, de tout ce que vous voudrez, mais qui ensuite vous raconteront n'importe quoi. Il y a des esprits comme ça, il y en a, on le sait. Hein. Donc, il faut toujours faire très attention. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des belles phrases et des beaux, du copier-coller que son intention est bonne. Il faut toujours dire pourquoi il me dit ça, pourquoi maintenant. Hein. Le fameux filtre socratique. Est-ce que c'est vrai? Et c'est là où c'est parfois un peu difficile. Est-ce que c'est bon? Là, on se trompe un peu moins. Hein, parce que le bien ou le mal, ben, c'est ce qu'on voit hein, dans l'évangile selon le spiritisme ou ailleurs. Hein. Et le troisième, c'est pourquoi maintenant? Hein? Est-ce que c'est opportun pour ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième intention cachée derrière ça? Et donc, il nous appelle constamment au discernement. Et ça, c'est Kardec qui nous le disait par rapport aux esprits.
Eh ben aujourd'hui, c'est vrai partout. C'est vrai par rapport à l'IA, c'est vrai par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous. Il ne faut surtout pas croire tout ce qu'on vous dit. Ah, je l'ai vu sur Internet, donc c'est vrai. Ouh là là. Si jamais vous pensez comme ça va être difficile, hein, parce que sur Internet, des choses qui ne sont pas vraies, il y en a. Et ça, c'est un des problèmes de l'IA, parce qu'il va chercher les informations sur Internet, et lui, il ne sait pas forcément faire la différence. Il sait recouper, il sait faire plein de choses, mais il n'a pas, l'IA n'a d'intelligence que le nom, hein. Il a pas l'intelligence humaine, le discernement, l'intuition, l'inspiration. Ah, ça, je le sens pas. Ça vous arrive de temps en temps de, je le sens pas. Il y a Ah un oui. esprit qui vient, qui vous donne une communication. Je le sens pas bien, ça, hein. Ça, c'est l'intuition. Et ça, l'IA ne l'a pas, clairement. Et à mon avis, elle l'aura jamais. Je m'avance peut-être un peu beaucoup, mais voilà, l'intelligence artificielle ne sait faire que ce pourquoi elle a été programmée. Est-ce qu'on a été programmé pour notre intuition? Non, elle vient des esprits. Donc voilà, elle vient de notre guide. C'est notre guide qui nous fait sentir. Alors, il ne fait pas sentir. Moi, je le vois, mon guide. C'est comme le parent avec un enfant qui essaye quelque chose, qui reste derrière. Il sait que l'enfant va se planter et il le laisse se planter pour que justement l'enfant apprenne. Alors, évidemment, il le laisse se planter sans qu'il y ait de danger pour l'enfant. Quand il y a un danger pour l'enfant, il va l'arrêter, hein, le parent. Et le guide, il fait pareil. Et alors, il est à côté de nous et dit, et alors, qu'est-ce que tu en penses? Rien que la manière dont il pose la question, ah, ben ça, je ne le sens pas, hein. Alors, au Portugal, bon, on a scanné des revues et tout. Il y a une revue qui m'a assez impressionné. Il y a, à toutes les 3 pages, il y a un message de Kardec, de Jeanne d'Arc, de l'esprit de vérité, de l'esprit de lumière, machin, truc. C'est-à-dire que ça commence comme ça, quand c'est trop beau, quand c'est trop vrai, miracle, hein, je regardais encore ce matin, là, il y a une société qui vendait des manuscrits anciens où les gens investissaient, hop, système pyramidal, tout le monde qui a perdu son argent. C'est quand c'est trop beau pour être vrai, il faut surtout pas y croire, hein. Le mail qui vous dit ça y est, vous avez tiré la loterie. C'est 9 999 chances sur 10 000 que c'est faux. Donc moi, je supprime, je regarde même pas. Même si c'est vrai, je le veux pas. J'y crois pas. Faut pas croire au miracle, hein, c'est ça. Et donc ce discernement vient aussi avec ce progrès intellectuel. D'accord? Discerner le bien du mal, il faut déjà avoir une idée relativement bonne de qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal. Et ça fait partie, hein, ces lois morales qui ont été enseignées par Jésus, mais pas que, hein, qu'on retrouve dans tous ces missionnaires, les Bouddhas, les Krishna, les Mahomet et autres, hein. Vous regardez leurs écrits, et ben, vous retrouvez les mêmes lois que ce qu'on peut retrouver chez Jésus, hein. Donc elles sont universelles. Et c'est sur celles-là ça c'est des branches solides auxquelles on peut s'accrocher. Parce que des fois, on est dans une situation difficile, il faut qu'on ait une branche solide, donc revenir à la base, vous voyez, quelque chose qui, attends, stop, on va revenir à la base, hein, ou un esprit qui nous emmène un peu trop loin, qui nous tire par le bout du nez, stop, attends, hein, hold on, comme on dit en anglais, un petit moment, hein, et puis hop, on réfléchit, et puis c'est là souvent on se rend compte, bah oui, bah c'est bien sûr, hein, voilà. Et c'est à ça que le spiritisme encourage, au discernement, d'accord, et à la charité. La charité, c'est pareil, on peut difficilement se tromper. La bienveillance, l'indulgence, le pardon. Il n'y a pas de. Bon, il y en a qui peut dire je te pardonne alors qu'en fait il ne nous pardonne pas, il peut mentir. Par contre, l'indulgence, hein, le fait de la manière dont on est traité, hein, la bienveillance, hein, est-ce que cette personne nous veut vraiment du bien? Est-ce que c'est vraiment sincère ce qu'elle est en train de faire? Parce que le vendeur, quand vous arrivez dans le magasin, il vous veut du bien, il est gentil avec vous et tout, hein, mais il veut vous vendre un truc. Donc, il y a une seconde intention cachée. Alors, si c'est peut-être ce que vous cherchez, bon, ben, vous allez lui demander des conseils et puis voilà, hein, c'est du gagnant-gagnant. Mais souvent, les vendeurs, ils cherchent à vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin, hein. C'est là où il faut savoir ce qu'on veut déjà, hein, la connaissance de soi, et puis exercer ce discernement. Voilà comment l'intelligence
peut amener au bien, peut amener l'évolution intellectuelle, amène, pas toujours immédiatement, mais avec le temps, l'évolution morale. Par contre, l'intelligence augmente aussi notre responsabilité, l'évolution intellectuelle. Hein, donc, quand on sait que quelque chose est mal et qu'on continue à le faire, hein, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. D'accord? Donc, notre responsabilité augmente. Hein, alors qu'il y a des personnes qui font le mal sans s'en rendre compte, elles vont subir les conséquences, évidemment, mais comme elles ont fait le mal sans savoir que c'était le mal, leur responsabilité n'est pas au même niveau que celui qui a fait le mal en étant pleinement conscient qu'il faisait le mal. Bon, ce que je vous raconte là, c'est évident, non? C'est peut-être un peu. Mais bon, faut chaque fois y réfléchir un peu, quoi. Hein? Chaque fois y réfléchir un peu. Moi, ça me rappelle toujours, parce que maintenant, bon, il y a 50 ans, hein, un demi-siècle, mon père, mon oncle, ils fumaient. Hein. Bon, on ne savait pas que la cigarette c'était aussi mauvais à l'époque. Hein. Il y a plein de gens qui fumaient, même en famille, à la maison, autour des enfants et tout. Donc j'ai chopé un peu de tabagisme passif. Hein. Bon ben, mon père est mort d'un cancer, mon oncle aussi. Hein. Pas du fumeur, mais bon, parce que mon père il a arrêté, mon oncle aussi, ils ont arrêté. Quand ils ont su, c'est là où ils ont quand même eu un mérite, vous voyez. Quand ils ont su que effectivement c'était mauvais, les cancers tous les gens qui sont tombés malades, eh ben ils ont arrêté. Hein. Donc ils ont fait l'effort qu'il fallait euh, pour se préserver, quoi. Hein. Donc bon après, c'est sûr, mon père il a continué à tousser pendant tout le reste de sa vie. Hein. Et il est quand même mort d'un cancer, mais à 80 ans, quoi. Donc voilà. Euh, En fait, il ne savait pas. Hein. Et maintenant, on sait. Maintenant, c'est écrit noir sur blanc. Il y a des images horribles sur les paquets de cigarettes. Je ne comprends pas comment les personnes aujourd'hui passent encore à côté de ça et ne s'en rendent pas compte. Hein. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est pas pour tout de suite. Oui, ben bon, là déjà, c'est pas pour tout de suite, mais ça va venir. Père, il avait un peu cette expression-là par moment. Il dit d'abord, ça fait du bien, c'est que après que ça fait du mal. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand il commence à être malade, j'ai dit, tu vois, le après, il finit toujours par venir. Hein. Donc voilà, si c'est quelque chose qui est préjudiciable à la santé, il vaut mieux le laisser de côté tout de suite. Alors, quel est le plus grand obstacle au progrès? Alors là, la réponse des esprits, elle est un peu plus longue. Ils nous disent l'orgueil et l'égoïsme. Voilà. Alors ça, vous faites une recherche dans les livres de Kardec, orgueil et égoïsme, vous avez des centaines et des centaines d'occurrences. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, les esprits répètent. Regardez, l'orgueil et l'égoïsme, c'est la cause numéro un. L'orgueil, ah ben non, moi pourquoi non, hein. L'égoïsme, non, non, moi d'abord, les autres, ils se débrouillent. Hein. Moi, je veux les terres des autres. Hein, on envoie des bombes. Ah, ben, c'est pas, il n'y a pas des gens de ma famille dans les otages. Enfin, bon, l'Ukraine, c'est loin d'ici. Hein, tout ça, c'est de l'égoïsme. Non, je ne veux pas d'immigrer. Bon, bien sûr, trop, c'est pas bon, mais bon, voilà. Si on se met à la place de quelqu'un qui est menacé d'être emprisonné et condamné, qu'est-ce que vous feriez? Vous chercheriez aussi à vous en aller et à aller ailleurs où vous avez moins de danger. Quand vous êtes dans un pays où il n'y a rien, complètement corrompu, où vous n'avez aucun avenir, vous êtes jeune, avec une force de travail et tout, et vous n'avez aucune occasion dans votre pays, vous faites quoi? Vous partez. Hein. Donc, il faut tout voir. Alors, c'est sûr, bon, il vaudrait mieux donner des occasions dans les pays et arrêter ces gens qui sont injustement condamnés pour des raisons X ou Y. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. Le droit d'ingérence n'existe pas. Hein. Ça a été, on en entendait parler il y a quelque temps, mais là, on en entend un peu moins parler. Hein. Mais ça vient justement du fait que vous avez euh, encore le mal qui dirige. Et ces personnes, bon, elles viennent, ok, on ne peut pas à leur place, on le ferait certainement aussi. Hein, si j'étais né en 17 à Leidenstadt, comme disait Goldman, c'est ça? Est-ce que j'aurais été meilleur que ces Allemands?
qui ont été avec le lavage cérébral et tout. Ben voilà, c'est ça. C'est là comment dire, pour savoir vraiment ce qu'on est, il faut se mettre dans la peau de l'autre, quoi. Donc de dire on ne veut pas d'immigrés ou de mettre sur le dos des immigrés tous les malheurs qu'on a chez nous, les déficits et tout ça, bon, ça va un peu loin, quoi. C'est trouver des fausses excuses pour des problèmes qui sont en fait de notre fait, quoi. Et c'est ça, c'est là où il faut rester un peu plus humble, hein. C'est là où il faut réduire cet orgueil, parce que nous, on peut très bien renaître aussi en Afghanistan ou au Congo ou je ne sais où, hein, dans la vie prochaine. On n'est pas plus que les autres, on n'est pas plus, tous ces gens-là, ce sont des frères, et donc la charité nous demande d'essayer de faire quelque chose pour les aider. Et là, maintenant, il y a un phénomène supplémentaire qui vient se raccrocher à tout ça. Vous avez vu, il y a des canicules au Pakistan, mortalité multipliée par 2, par 3, hein, à cause de la chaleur. Ben, à Paris aussi, hein, quand vous avez une canicule à Paris, le nombre de morts augmente. Alors ça se chiffre en quelques centaines, en quelques milliers, mais bon, là maintenant, au lieu de 40 degrés, ce sera 44, après ce sera 48, et ça va arriver très vite, hein. Et donc là, ce sera plus quelques milliers de morts, ce sera des dizaines de milliers, tout ça. Et donc, il y a toute une zone de la Terre, la zone équatoriale, qui bientôt ça veut dire dans quelques décennies au plus, hein, deviendra trop chaude, où l'être humain ne pourra plus survivre. Ou alors, il faut alors constamment de la climatisation ou de l'eau, et c'est pas possible. Donc ça concerne 1 milliard d'humains. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce milliard d'humains? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, le jour où vraiment ils se sentiront mourir de chaleur? Ben, ils vont aussi chercher à partir pour aller à un endroit où il fait un peu moins chaud, ou de remonter un peu vers le nord ou descendre vers le sud, hein. Et donc, voilà. Alors, 1 milliard, ça peut paraître beaucoup, mais on est quand même 8 milliards sur la Terre. Donc, si ce milliard de personnes devaient émigrer, on se dit, tiens, une famille de 7 personnes accueille une personne de plus. Quand il y en a pour 7, il y en a pour 8, hein, on est bien d'accord, non? Avec un peu de charité, avec un peu de bienveillance, avec de la fraternité, il n'y a aucun problème. On peut même monter à 10, 15, 20 milliards sur la Terre, on aura toujours suffisamment à manger à partir du moment où nous, on coupe le superflu et on partage les choses comme il se doit. Vous voyez? Donc, avec de la charité, hein, sans l'égoïsme et sans l'orgueil, on résout plein de problèmes. Il n'y a plus de guerre. Personne ne voudra imposer sa manière de voir aux autres. Personne ne voudra imposer son système en conquérant les terres des autres. Tout ça, ce sera terminé, hein, parce que tout ça découle de l'égoïsme. Donc, c'est ça, l'orgueil et l'égoïsme. Alors là, je donne des grands exemples, mais ça existe aussi avec nos voisins, avec les gens de notre famille. L'égoïsme, il est partout, hein. Enfin, partout, sauf chez ceux qui sont charitables, hein. Et moi, j'avoue que je ne me déclarerai pas avoir complètement résolu ces problèmes d'égoïsme ou d'orgueil. J'y travaille, mais je ne suis pas parfait, hein. Donc voilà, ça mettra encore du temps. Mais au moins, je le sais. Je sais que je vais subir des conséquences le jour où je partirai de l'autre côté. Et pourtant, tu le savais. Oui, je le sais, je le savais. Donc, j'y travaille, mais bon, ça prend un peu de temps. Voilà, c'est ce qu'on appelle le travail de réforme morale. Et là, il faut prendre un marteau et un burin. Et chaque fois qu'on voit un peu d'égoïsme quelque part, taper avec le burin pour essayer de l'enlever. Et ça ne s'enlève pas facilement. Alors après, je veux parler du progrès moral, car le progrès intellectuel marche toujours. Le progrès intellectuel, il va même parfois, hein, il semble même au premier abord donner à ses vices un redoublement d'activité en développant l'ambition et l'amour des richesses qui, à leur tour, excitent l'homme aux recherches qui éclaircissent son esprit. D'accord? Donc on peut voir que le progrès intellectuel, souvent, il a tendance pas à réduire l'orgueil et l'égoïsme, mais au contraire à les augmenter. Ah, moi je suis patron, moi je suis riche, moi je suis ci, moi je suis ça.
des footballeurs qui sont nés dans un bidonville, hein, et puis qui maintenant, ils sont embêtés parce qu'ils ne savent plus où garer leur 15e Ferrari ou leur 15e Lamborghini. Oh là là, quel problème, hein. Et ils ont complètement oublié, alors pas tous, hein, Maradona, il retournait régulièrement dans son bidonville ou dans son quartier, c'était pas vraiment un bidonville à Buenos Aires. Et il y en a d'autres mais il y en a, comment dire, 9 sur 10 qui sont loin de leur quartier d'origine, hein. Et donc c'est là où on voit que, effectivement, hein, quand on devient riche, la richesse peut parfois nous pousser, hein, il semble, hein, donner à ces vices un redoublement d'activité. Et aujourd'hui, on est en plein là-dedans, hein. Euh, j'ai vu ce matin aussi alors c'est pas des gilets jaunes, c'est comment on appelle ça? Bloquons tout. Ça va être le 10, là, je sais pas si c'est mardi ou mercredi. Mercredi, ouais. Pas ce que ça va donner. Bon, après, il y a plein de gens qui ont des problèmes, hein. Vous avez des étudiants qui n'arrivent pas à se loger, vous avez des gens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ça, c'est sûr, c'est vrai, quoi, hein. Euh, c'est, c'est- Mais bon, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Ah, je sais pas, j'en voyais un qui avait une affiche où il y avait écrit: c'est pas à nous de payer la dette. Comment on peut qualifier ça? Il y a quand même un peu d'égoïsme là-dedans. C'est de l'égoïsme. Alors, quand il dit: moi, j'ai pas les moyens de payer la dette, au moins ça va, quoi. Là, on pourrait le comprendre. Mais de là à dire: ah, bah, c'est pas mon problème, l'État n'a qu'à faire des économies, etc. C'est pas comme ça qu'on y arrivera. Si l'État doit faire des économies, il le fera sur les écoles, les hôpitaux. Ça finira par nous retomber dessus d'une manière ou d'une autre. Donc, le problème dans lequel on est aujourd'hui, hein, où chacun pense à 2027, c'est, comment il s'appelle l'Allemand là? Ouf, Euh, difficile à retenir, lui. euh, il vit en France, c'est un politicien en France qui est originaire d'Allemagne. Et lui disait Ah oui, 2027 rend fou. oui, oui, oui. Et ça, c'est quoi ça? C'est C'est comme, l'ambition, l'orgueil, vouloir devenir président à la place du président. Il y a que ça qui. On dirait que notre classe politique est complètement obnubilée par ça au lieu de résoudre les problèmes c'est qu'on a. c'est Cohn-Bendit qui le disait. Cohn-Bendit, voilà. Oui, voilà. Merci Françoise. Mm. Et donc, c'est là où on voit justement par qui on est dirigé aujourd'hui. C'est des gens qui sont intelligents, certes, mais au niveau du progrès moral, il faudrait encore qu'ils avancent un petit peu, hein, ça c'est sûr. C'est ainsi que tout se tient dans le monde moral comme dans le monde physique, que du mal même peut sortir le bien. Oui, parce que le mal, hein, l'Holocauste, la Deuxième Guerre mondiale, on a fait la communauté européenne, on a fait le plan Marshall, hein, qui était quand même encore raisonnable à l'époque. Et aujourd'hui, vous avez une amitié entre le peuple français et le peuple allemand qui est quand même assez remarquable, hein. Moi, j'habite à côté. On est, voilà, c'est pas la même langue, c'est pas la même culture, c'est pas toujours la même manière de voir les choses, mais on est frères, quoi, hein. Donc, alors que depuis des siècles, hein, on était ennemis. Donc, du mal est sorti un bien, hein. De cette inimitié qui a disparu est sortie cette amitié, hein. Et c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que Jésus disait: il faut que le scandale arrive, hein. C'est-à-dire, c'est quand le scandale arrive que on se dit: non, attends, on ne peut pas laisser faire. Là, quand même, là, franchement, on ne peut pas laisser faire. Il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Hein, on est, malheureusement, l'être humain est comme ça, quoi. Il faut toujours passer par des extrêmes avant de se réveiller, quoi. Hein. Il y a une phrase aussi, je suis un peu dans la politique aujourd'hui, de François Mitterrand, que j'admirais pas mal. Il disait: une crise ne se gère bien que quand elle arrive à son paroxysme. Et je pense qu'il a aussi un peu raison là-dessus. Bon, alors le problème, c'est toujours de savoir où est le paroxysme, jusqu'où est-ce qu'il faut encore que ça empire, quoi. Combien de morts est-ce qu'il faut encore en Ukraine ou à Gaza pour que ça s'arrête, hein? Ça, Dieu seul le sait. Mais bon, il y a quand même de plus en plus de conscience qui s'éveille pour dire: il faut arrêter ça, quoi.
Cet état de choses n'aura qu'un temps. Donc, les esprits sont optimistes et donc nous, il faut qu'on soit optimistes aussi. Il changera à mesure que l'homme comprendra mieux qu'il y a, en dehors de la jouissance d'un bien terrestre, un bonheur infiniment plus grand et infiniment plus durable, qui est justement dans cette harmonie des lois de la nature, quoi. Hein, dans cette évolution, qui sont les mondes plus évolués que la Terre, où on pourra éventuellement aller le jour où on le méritera, et aussi travailler à ce que la Terre, bon an, mal an, hein, ça prendra du temps, mais on arrivera quand même à la faire évoluer un peu plus, aussi sur le point de vue moral. Voilà. Et le dernier point, de quelle manière le spiritisme peut-il contribuer en progrès? Ça, j'aime bien, c'est la question 799. En détruisant le matérialisme, qui est une des plaies de la société, il fait comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt. La vie future n'étant plus voilée par le doute, l'homme comprendra mieux qu'il peut assurer son avenir par le présent. En détruisant les préjugés de sectes, de castes et de couleurs, il apprend aux hommes la grande solidarité qui doit les unir comme des frères. Et donc, le matérialisme, c'est quoi le matérialisme? Et il n'existe que la matière. Il n'y a pas d'âme, pas d'esprit, tout ça, ça n'existe pas. L'esprit, c'est une sécrétion du cerveau. La conscience, c'est une sécrétion du cerveau. C'est ça le matérialisme. Le jour où on meurt, on nous met dans une boîte, tout est fini, il n'y aura plus rien. Et donc, la conséquence du matérialisme, c'est de dire, bon, ben, si après tout est fini, autant que j'en profite un maximum maintenant, tant que je suis là, quitte à passer par-dessus les autres, etc. Donc, le matérialisme, c'est le plus grand stimulant de l'orgueil, hein, et de l'égoïsme. D'accord? Alors que le spiritualisme, donc, alors, détruire le matérialisme, c'est une expression un peu forte, hein. C'est pas par la violence, hein, c'est pas ce qu'on nous demande au spirit. On nous demande de détruire le matérialisme justement avec des arguments, avec des appels à la réflexion. Hein. Donc, voilà, en faisant comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt. Hein, ton compte en banque, ta voiture, tes maisons, tout ton patrimoine, tu les laisseras là le jour où on te met dans une boîte. L'esprit retournera de l'autre côté sans un seul atome du corps physique, sans un seul centime, il n'y aura plus rien. Tu emmèneras que ta conscience, bonne ou mauvaise, et tes acquis intellectuels et moraux. C'est ça qu'on emmène de l'autre côté. Donc, où est notre véritable intérêt? Il est dans ces biens qui sont immortels. Il n'est pas dans ces biens temporels qu'on sait qu'on devra laisser ici. Vous voyez le raisonnement? Donc, alors, les gens disent, ouais, mais moi, j'y crois pas, ton truc. Alors, vous vous heurterez toujours à des murs, hein, c'est sûr. Donc, c'est pas la peine non plus de culpabiliser, euh, d'aller trop loin non plus. Hein. Nous, on le dit. Après, la personne refuse, elle refuse. On l'a dit, la petite graine a été semée un jour, qui peut être prochain ou plus loin, cette graine pourra germer. Voilà. Et donc, assurer notre avenir par le présent, donc ça, on le comprend déjà un peu même dans le matérialisme, mais l'avenir allant au-delà justement de la mort du corps physique, ça nous donne une vue beaucoup, beaucoup plus large, quoi. Hein. Détruire les préjugés de sectes, de castes et de couleurs. Donc, le racisme, là, il parle surtout du racisme. Hein. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus. Hein. Il y a le machisme, enfin, ça existait aussi à l'époque. Il y a comment dire, LGBTQI. Alors, je suis désolé, je ne me rappelle plus des lettres parce que là, maintenant, il y a 3-4 lettres en plus. LGBTQI+, tout ce qui est discrimination, quelle qu'elle soit, ben, ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent partout. Hein, blanc, rouge, noir. Hein, ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent en homme et en femme. Donc déjà, aucune discrimination entre les hommes et les femmes n'est justifiable de ce point de vue-là. Et les LGBTQI+, c'est pareil. Hein. Bon, ça fait partie de notre évolution. Il y a des moments où ce sont aussi des esprits qui sont comme nous, qui sont des frères en humanité, et qui évoluent comme nous, qui sont parfois même plus évolués que nous. Donc voilà, aucune raison de préjudice par rapport à toutes ces choses-là. Hein. Et donc, à partir de là, on comprend qu'on est tous
des frères, hein, créés par le même Père qui est Dieu, par le même Créateur, et que donc il lui donne de privilèges à personne. Il aime tous ses frères sans exception. À partir du moment où on a compris ça, ben là aussi, ça nous aide, comment dire, à avancer dans notre progrès moral. Voilà. Ben, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette loi du progrès? Alors moi, je viens de voir apparaître un petit panneau qui nous dit que dans 5 minutes, ça ferme. Pour 5 minutes, ça ferme? Ouais. Alors si jamais ça ferme, faut revenir. Non, je pense pas. On est déjà depuis 1h14 là. Ce Je sais qui pas. vous dit peut-être, c'est dans 5 minutes, c'est l'heure que vous avez programmée pour la fin de la réunion. Ah, peut-être alors. Il nous prévient pour être à l'heure, pour pas laisser déraper trop longtemps. C'est peut-être ça. D'accord. Mais C'est vrai que moi, j'ai moi, quand ce même une matin, réflexion. entre 10h et midi, je peux tondre et il y a un peu de boulot dans la tonte là. Donc, je ne vais pas m'éterniser non plus après l'heure, mais allez-y, Christiane. Oui, j'avais quand même une réflexion, c'est que en ce moment, je suis en train de lire un livre sur Capella et Oui. à force de me plonger, je fais la relecture en fait d'une traduction. Donc, à force de me plonger dans ce livre, je me suis dit qu'en fait, bien sûr, il nous a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais moi, il m'est venu que il faut aimer les autres plus que nous-mêmes. Parce que si on arrive à aimer les autres plus que nous-mêmes, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus d'égoïsme. Et il n'y a plus de guerre non plus. C'est vrai, mais Jésus, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit aimez les autres comme vous-même, c'est-à-dire au même niveau. Oui. Et il Et a dit parce que comme aimer je les vous ai autres aimé. plus que nous-mêmes, ça demande déjà une sacrée évolution. Et à partir de là, il y a quand même cette estime de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Le Bah, problème, c'est que la personne qui n'a pas d'estime de soi, la personne qui ne s'aime pas, elle n'arrivera pas à aimer son prochain. Elle aura beaucoup de mal, hein. Alors, c'est vrai, ce serait bien de pouvoir y arriver, hein. Il faut l'avoir comme objectif. Mais je pense que la formule qu'a donnée Jésus, que ce soit au même niveau, ben, c'est déjà pas mal, hein. oui. D'aimer le prochain plus que nous-mêmes, c'est peut-être un cran au-dessus, ce sera peut-être pour un avenir euh, qui est peut-être pas tout de suite, mais enfin bon, pourquoi pas, hein. Et c'est peut-être ça l'amour, justement. Le véritable amour, dont Vincent nous pose toujours la question, qu'est-ce que c'est l'amour? Hein? L'amour, c'est peut-être justement d'aimer tellement l'autre plus que nous-mêmes qu'on s'efface et à partir du moment où on voit l'autre et son bien-être, son objectif, l'aider, enfin faire tout ce qu'on peut pour l'autre, même à notre propre détriment. Regardez ce qu'a fait le Christ. À son propre détriment, il est venu, il nous a tous laissé le libre arbitre. C'est quand même, c'est ça l'amour. À mon humble avis, hein, moi je ne suis pas performante. Je suis qu'une débutante. Ouais, là on a des exemples qu'il faut suivre, hein, c'est clair. Mais bon, est-ce que Jésus ne s'aimait pas? Ah Je sais pas. si, il s'aimait, Ben voilà. pourquoi? Ben, il avait aussi une estime de soi, sinon il n'aurait pas pu faire tout ce Ah ben qu'il a bien fait. sûr, bien, mais il s'aimait. Moi je ne dis pas qu'il ne faut pas s'aimer. Il faut s'aimer, mais il faut aimer l'autre plus que soi, parce qu'à partir du moment où on l'aime plus que nous-mêmes, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus d'égoïsme et il y a plus de guerre. Je pense que ce qu'on peut, il y a une manière de le présenter qui, euh, qui est plus facile à comprendre, c'est de dire il faut que l'intérêt collectif passe avant notre intérêt individuel. Oui, oui, aussi, D'accord? oui. Parce que moi, avant le collectif, là, on est dans l'égoïsme, c'est sûr. Et donc, l'intérêt collectif avant mon intérêt intellectuel, bah, c'est de l'abnégation, Oui, il y a d'autres mots pour le dire. d'accord. Et ça ne veut pas dire qu'il faut mettre son intérêt individuel complètement, qu'il faut l'oublier complètement, quoi, Non, non, hein. je ne Voilà. pensais pas ça. Mhm. Vincent. Oui, simplement pour rappeler que
l'égoïsme, la vanité, l'orgueil sont des étapes obligatoires. C'est-à-dire que c'est pas si je veux. On vient d'un domaine, on vient de la peur, c'est-à-dire de la peur de manquer et d'un état un peu primaire dans lequel on veut préserver le corps pour ne pas mourir. Et les étapes de l'orgueil et de la vanité sont des étapes obligatoires. Il faut le Ça, savoir. Donc il ne faut pas juger quelqu'un qui est orgueilleux. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas séparés les uns des autres. C'est-à-dire que même son pire ennemi, il y a une part de son pire ennemi qui est une part de nous-mêmes. Donc il faut avoir beaucoup de compassion pour les autres. Et puis, je voudrais rappeler une chose essentielle, c'est-à-dire que au départ, nous sommes des êtres humains qui aiment recevoir de l'amour. C'est-à-dire que c'est la première étape. On aime bien recevoir l'amour de ses parents, recevoir l'amour de sa femme, recevoir l'amour de ses proches. Ça, c'est la première étape. Et puis après, progressivement, on est en capacité de donner de l'amour, mais ça se fait progressivement, c'est pas du jour au lendemain. Il faut pas vouloir, comme un coup de baguette magique, pouvoir tout résoudre d'un coup. Il faut se laisser quelques incarnations pour pouvoir progresser encore. Tout à fait. C'est pour ça que des incarnations, on en a déjà eu des centaines. Hein. Et puis, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Hein, c'est que l'égoïsme vient du peur de manquer du nécessaire. C'est-à-dire, c'est la loi de conservation. Hein, on la verra le 5 octobre. L'égoïsme vient de là. Quand vous prenez deux animaux qui se disputent une proie ou quelque chose à manger, est-ce qu'ils se la disputent par égoïsme? Même deux chiens qui se disputent une gamelle. Par instinct de conservation. C'est l'instinct de conservation qui leur fait ça. Parce que dans le chien, dans sa tête, il ne raisonne pas encore. L'instinct de conservation, ça veut dire ou je mange ou je crève. Donc il va s'imposer, s'il est plus fort, pour manger à la place de celui qui est moins fort. Quand il aura assez mangé, il s'en ira, il laissera le reste à l'autre. Donc, mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'instinct de conservation. Mais au fur et à mesure que l'intelligence se développe, comme on l'a vu là, il faut qu'on réfléchisse autrement. D'accord? On n'a plus besoin d'être aussi binaire. On aura toujours un instinct de conservation. Hein. Le fait de fuir quand on a la peur, c'est aussi un instinct de conservation. Et malheureusement, la peur, quand on en parle, c'est un instrument qui a été utilisé et qui est toujours utilisé pour la manipulation. L'Église, pendant des millénaires, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu iras en enfer. C'est le diable. Tout ça, c'est des choses qui ont été inventées pour faire peur aux masses et pour les dominer. D'accord? Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de personnes qui se font manipuler par la peur. Hein, parce que, bon, les immigrants, par exemple, ou alors les Russes qui pensent que l'Ukrainien, ce sont des nazis ou des choses comme ça, des mensonges qui sont instillés, les gens qui ne vérifient pas. Donc, tout est fait pour que les gens aient peur. Et à partir de là, la peur n'est pas bonne. Alors, elle est bonne conseillère tant que c'est l'instinct de conservation, mais cette peur qui est induite par le mensonge et tout, c'est pour nous manipuler, quoi. C'est pour nous faire des choses qui sont horribles. Alors, je rappelle juste une petite chose, on est toujours l'immigré de quelqu'un d'autre. Hein. Oui, ça, c'est clair. Voilà, il y a toujours. Si c'est pas du comme, racisme, c'est de la xénophobie. Si c'est pas de la xénophobie, c'est de rejet, par exemple, de quelqu'un qui est différent physiquement ou pas beau, par exemple, ou quelqu'un qui est gros, la grossophobie, des choses comme ça. Ouais. Quand il parlait des immigrés, c'est aux États-Unis, il y avait une image où on voyait l'indigène, quoi. Hein? Il disait les immigrés, ils nous tuent, ils sont grossiers et tout, et l'indigène, il dit, je sais. Oui. Hein? Donc c'est ça, quoi. Les discours extrêmes sont basés sur des principes simplistes, hein. C'est-à-dire que le grand remplacement, ça n'existe pas, mais
c'est des discours qu'on nous assène à longueur d'années, mais qui ne sont pas vrais. C'est pas parce qu'ils sont répétés à souhait qu'ils sont vrais. C'est des mensonges. En Angleterre, quand ils ont voté pour le Brexit, il y a eu des mensonges du genre les plombiers polonais vont violer vos filles. C'était vraiment de ce niveau-là, quoi. Après, il y a eu le oups, on n'aurait peut-être pas dû. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que, encore une fois, le discernement, quoi. Est-ce que c'est vrai? Hein? On regarde les statistiques au niveau de la violence et des choses comme ça. Alors, j'ai encore vu hier aussi sur une chaîne qui est un petit peu une de ces chaînes d'infos là qui est un petit peu extrémiste et qui montrait la part des immigrés dans les crimes et dans ces choses-là. Mais il le montre d'une façon trompeuse, mais quand on regarde les chiffres, on voit que bon ben les immigrés sont pour 10% dans bon. Tout dépend aussi de ce qu'on met dans les immigrés, quoi. C'est toutes des fausses informations qui sont diffusées pour attiser la haine. Et là, ceux qui font ça, regardez la responsabilité. Regardez la responsabilité. Celui qui ment pour manipuler les personnes. Regardez Charles, la responsabilité de tous ces religieux, de tous ces évêques, de tous ces oh, hommes politiques et tout, qui jouent Charles, sur ce genre de tableau à faire peur aux gens pour les manipuler. pour provoquer un peu, je dirais que tous les Alsaciens sont des immigrés allemands. Oui, Pourquoi? Parce que l'Alsace, avant 1870, a été allemande. on est des apatrides. Voilà. Donc, nous Hein, sommes des immigrés dans oui. notre propre pays. À telle Je peux enseigne en que, parler, je le suis aussi. Hein, donc, ouais, à telle enseigne que mon père, quand il a voulu être fonctionnaire, donc enseignant, il a dû prouver qu'il était français. Alors que, parce que son père est né allemand. c'est... Bon, Voilà. enfin, on va pas rentrer sur le sujet, quoi, mais Mais les pauvres c'est Alsaciens, concret, quoi. Je veux dire, il a dû prouver qu'il était français, alors que il n'avait pas prouvé qu'il était français. Il était né en Alsace. L'Alsace était allemande, effectivement. Donc son père est né en Allemagne et il est devenu français par le rattachement de l'Alsace à la France. parce que tous ceux qui sont nés entre 1870 et 1914 en Alsace, ils sont nés en Allemagne. L'Alsace était allemande à cette époque-là. Hein. Et ceux qui sont nés entre 40 et 44 aussi. Hein. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut. Voilà. Et puis, après, en général, bon, ben, il y a de la discrimination qui se fait, quoi. Ils ont été trahis par les Allemands, ils ont été trahis aussi par les Français. C'est ça qui fait que hein, c'est des vieilles choses comme ça qui ressortent, mais quand on va chercher les racines, j'ai connu des gens qui étaient comme ça. Hein, et si j'avais souffert ce qu'ils ont souffert, heureusement, je suis venu une génération après, mais c'est pas évident. Hein. Après, vous avez des conflits comme ça, il y en a partout. Hein. Il y a le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Vous avez les régions est de l'Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Il y a plein c'est des situations qui sont complexes, quoi, et qui mettent du temps à se résorber. Mais il faut au moins attendre une génération ou deux. Alors que si on avait, avec la fraternité, il n'y aurait aucun problème. On résoudrait ces problèmes beaucoup plus facilement. Et il y a Ch- Michel qui a levé la main, Oui, mais il a ouais, dit, Charles, j'allais dire, il a fait un bout de temps qu'il lève la main. Et c'est pour ça que je l'ai rabaissée, parce qu'elle devenait trop lourde, en fait. Je voulais juste prolonger, mais c'était sur l'orgueil et l'égoïsme dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est vrai que l'orgueil et l'égoïsme sont certainement issus de l'instinct de survie, en fait, qui a été amplifié par la suite. Et l'instinct de survie, eh bien, c'est quoi? C'est la peur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la peur? C'est la confiance. Et en fait, c'était le message de Jésus, euh, c'est-à-dire que pour avoir confiance, il faut avoir la foi. Et dès qu'on a la foi, toute cette peur disparaît. Et c'est pour ça que, en fait, la meilleure façon de lutter contre l'orgueil et l'égoïsme,
c'est de chercher la foi. C'est vrai, mais c'est pas la seule, Michel, parce que pour lutter contre la peur, il y a la foi, mais il n'y a pas que la foi. On peut aussi lutter contre la peur par l'intelligence. D'accord? Toi, tu as peur du feu, tu as peur d'une explosion. Le pompier, lui, non. Il a l'intelligence du risque et donc il sait ce qu'il faut faire et le pompier n'a plus peur. Il va, Bien sûr, toi, tu as mais peur des requins, mais la foi, le spécialiste des requins, il n'a pas peur des requins. Il sait très bien le risque et il sait très bien comment dire, se préserver des requins dangereux. Il sait très bien quels sont les requins qui ne sont pas dangereux. Et ça, c'est l'intelligence qui peut nous apporter ça. Et donc, quand tu parles de foi, tu vois, on arrive de nouveau à cette foi raisonnée, hein, qui oui, caractérise le absolument. spirit. Mais en fait, peu importe, c'est-à-dire que la foi peut très bien appartenir à quelqu'un qui est intelligent, enfin, à quelqu'un qui est évolué intellectuellement, parce que ça ne veut rien dire être intelligent ou pas, à quelqu'un qui a évolué intellectuellement, ou même à quelqu'un qui n'est pas évolué intellectuellement. La foi, ça peut appartenir à soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir appris grand-chose pour avoir la foi, je ne pense pas. Et c'est pour ça que cette confiance-là, c'est. Alors, on ne va pas parler de foi, mais on va parler de confiance. Alors, plutôt, si la foi c'est un mot qui peut gêner, mais la confiance, c'est quelque chose mais qui peut aller au-delà de toutes ces peurs. Et moi, je pense que c'est important d'avoir confiance. Alors, on peut avoir confiance en soi, on peut avoir confiance en les autres, on peut avoir confiance en Dieu, comme ça, on va enlever le mot de foi. Mais on peut avoir confiance aussi en ce qu'on lit dans les livres spirites, par exemple, etc. Et du coup, eh bien, ça nous permet de faire abstraction de ces peurs et de diminuer l'égoïsme et l'orgueil, je pense. En train de découvrir l'image que tu as mis dans la conversation. Là, je viens de la sauvegarder parce qu'elle est bien, les filtres, hein. Oui, c'est le filtre socratique, mais il y a un filtre spirit aussi qui est donné dans l'évangile selon le Oui. spiritisme et qui dit soumettez toutes vos actions au contrôle de la charité et votre conscience vous répondra. Conscience vous répondra. Où est écrite la loi de Dieu? Où sont écrites les lois de la nature? Dans notre conscience. Alors, pour ce qui est de la foi, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas l'intelligence et qui ont la foi, mais ça, c'est le progrès moral sans le progrès intellectuel. Il est aussi incomplet. Il est moins dangereux, mais il est aussi incomplet. Quoique, il faut se méfier parce que, euh, comment dire, les intégristes, ils ont la foi. Et au nom de la foi, ils font des horreurs, tu vois. Donc, la foi inébranlable, c'est que celle qui peut regarder la raison face à toutes les époques de l'humanité. C'est la foi raisonnée. Moi, j'ai vu des personnes aussi qui avaient construit une foi avec des systèmes un peu auto-hypnotiseurs, hein, du genre, alors comment ça s'appelait? C'était un mouvement japonais. C'était constamment en train de te bombarder en disant je vais bien, je suis heureux, je suis souriant, je vais bien, si, ça. Et donc la personne, effectivement, tu vois des personnes qui rayonnent. Et puis d'un coup, hop, il y a une épreuve qui était un petit peu au-dessus du truc, prrr, il y a tout qui s'écroule comme un château de cartes, tu vois. Et donc, la foi, la vraie foi, qui est inébranlable, elle est basée, c'est celle qui allie l'intelligence et la bonté. C'est ça qui donne vraiment cette foi qui est inébranlable. Celle-là, elle ne s'écroulera pas comme un château de cartes. Le ciel peut te tomber sur la terre, tu ne bougeras pas. N'est-ce pas, Vincent? Michel, tu as besoin, je crois, pas mal d'avoir la foi en ce moment. Parce qu'il me semble que les officines, les officines, les pharmacies qui sont attaquées, bon, leur revenu est attaqué plus exactement par rapport aux nouvelles lois qui vont être imposées. Il va falloir avoir la foi dans un avenir meilleur. L'avenir des petites pharmacies, oui. Et, En bah fait, oui. il y a des pharmacies qui ferment tous les jours, il y a une pharmacie qui ferme tous les jours, mais je failli dire que ça se fait un peu plus ou moins naturellement. Bon, là, on veut le faire, on veut accélérer un peu le phénomène, mais c'est pas nouveau.
Bah, écoutez, la loi du progrès, ça va? Ah ben là, Mais Michel, on voyez aura mon encore besoin de écrit. se soigner, on aura encore besoin de pharmaciens, hein. Et Oui, oui, tout à fait. Mais on ça aura sera besoin. plus les mêmes. Ça sera un Voilà. peu comme le phénomène des épiceries autrefois et puis des grandes surfaces, quoi. En fait, voilà, c'est ça. On veut. Et bon, voilà, c'est comment dire, c'est des séquelles. C'est des Ouais, séquelles bon, des années 80, ça. c'est sûr, dans ces choses-là, dès qu'il y a comme ça des remises en cause un peu plus profondes qui avancent, ben forcément, ça demande du changement, quoi. Hein. Euh, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui paraissent acquises, mais qui ne le sont pas, quoi. Hein, le fait de pouvoir aller en voiture où on veut, quand on veut, aller acheter la baguette à 2 kilomètres ou de pouvoir changer d'habit tous les. Hein, non, bon, si un jour ça ira plus. Donc il va falloir qu'on accepte de changer nos habitudes. De toute façon, si vous voulez progresser, vous êtes obligé de changer. Si vous ne changez pas, vous ne progressez pas. On est bien d'accord. Un progrès, c'est un changement. Hein. Donc, changer nos habitudes, on va être obligé, on est allé trop loin dans beaucoup de domaines et il faut qu'on s'en rende compte. Hein. Alors, c'est sûr, on ne veut pas, on résiste. Hein. On a la résistance au changement, mais plus on résiste au changement, plus en fait on freine notre progrès. Mais après, changer pour changer, c'est c'est l'autre extrême, quoi, parce que souvent, ah ben non, maintenant, il faut tout changer, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on change tout, parfois c'est pire qu'avant, quoi. Donc, il faut changer en mieux, quoi. Hein. Donc, il faut avoir, encore une fois, cette intelligence, cette réflexion pour savoir comment changer, vers où, pour aller vers le mieux, vers des habitudes plus durables, vers un monde avec un meilleur partage des richesses, etc., vers des pharmacies qui peuvent travailler sans non plus tomber dans les excès, etc. Vincent? Je voudrais juste vous embêter un petit peu avec un livre qui vient de sortir de Nelly Pons, Le grand épuisement chez Actes Sud, et qui est l'expérience, justement, tu parles de changement, qui est l'expérience d'une femme qui a vécu un burn-out profond, c'est-à-dire dans l'incapacité totale de travailler, et qui a fait un lien entre son problème individuel et un problème plus collectif, un épuisement généralisé d'une société en changement vers une régénération après un burn-out. Voilà. Et c'est très intéressant. C'est c'est là où ça nous montre comment réagir par rapport à ce malaise collectif, quoi. Parce que si, une fois qu'on a fait un burn-out, comme tu le dis, alors ça lui a permis d'écrire un livre, non? Ou c'est elle a écrit un livre sur une femme comme ça, ou c'est une expérience personnelle à elle? En fait, elle a vécu un burn-out et elle fait le lien entre son expérience personnelle Ah, d'accord. d'épuisement, de brûlure intérieure, d'impossibilité de travailler et d'une société qui est en mutation profonde et qui est aussi en burn-out en fait. Elle fait un rapprochement entre sa micro-expérience, qui est une expérience personnelle d'épuisement et de brûlure, et une société qui est aussi en burn-out et qui est en épuisement et en brûlure. Voilà. Ben, c'est ça. Alors, euh, après, bon, est-ce que nous-mêmes, alors, faut se méfier, le burn-out, personne n'est à l'abri de ça. Mais bon, quand on a des branches solides auxquelles on peut s'accrocher, on peut quand même mieux se préserver d'un burn-out. Tu vois? Le burn-out, c'est quand souvent on se laisse entraîner. Moi, je l'ai vu au boulot. Hein, j'ai des collègues qui ont fait des burn-out, mais ils étaient tous workaholiques, comme on dit. Hein. Ils n'avaient pas d'équilibre entre le travail et une vie de famille et des loisirs. Ils avaient perdu cet équilibre. Donc, on sait très bien identifier des causes et à partir de là, essayer de faire ce qu'il faut pour le prévenir, quoi. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont besoin d'arriver au burn-out pour le comprendre. Mais d'autres, Je crois. par contre, Ouais. arrivent à prévenir et à ne pas tomber dans ces excès-là, quoi.
J'ai mis le lien sur la conversation, si des gens gentil, sont ouais. intéressés par ce livre. Je crois que c'est assez édifiant de ce qu'on est en train de vivre, parce que moi, bon, là, c'est une femme qui est au travail, qui a un stage, mais ça me dérange beaucoup quand c'est des jeunes qui sont dans l'incapacité de se projeter dans l'avenir et de pouvoir commencer à travailler, à s'intégrer dans la société. Ça me dérange plus encore. C'est sûr. Les jeunes sont tellement bombardés maintenant avec les réseaux sociaux et tout. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait piéger, de parents, d'enfants. Donc, ils souffrent beaucoup plus de ces pressions-là que nous, on a pu en souffrir quand on était jeunes, hein, c'est clair. Ouais, il faut pas les oublier, hein. C'est vraiment les vrai. jeunes, notre. Ce sera Ils eux demain. deviendront les adultes de demain, et ils sont vraiment en souffrance, et on a besoin de penser à eux, hein, de les soutenir et de les encadrer, de les valoriser aussi, hein, beaucoup. Alors, la semaine prochaine, on va voir la loi de société. D'accord? L'homme est un animal social, c'est pas un ermite dans le désert, hein. Voilà, ben donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va élever de nouveau nos pensées vers tous ces guides spirituels qui étaient là pour nous aider, pour justement développer cette intelligence, développer aussi, nous faire comprendre où est notre vrai intérêt pour qu'on puisse aussi évoluer moralement autant que faire se peut dans cette existence, tout en étant conscient de l'effort que ça demande et que il vaut mieux avancer doucement mais sûrement dans ce sens de l'évolution morale. Voilà. Donc, merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine, et ce sera avec un grand plaisir qu'on se reverra la semaine prochaine. D'accord? Merci beaucoup, Charles. Pour certains d'entre nous, Charles, l'après-midi, il y a aussi, hein, à 15h. 15h30, Léon Denis. Et puis là, je serai en présentiel chez Dominique, si tout va bien. Mm. Je vais voir, parce que comme il a son père, il est peut-être enfin, il faut que je voie. Mais oui, on aura cet après-midi, oui. À 15h30. Hein. C'est ça. Okay. Bonjour. Oh là là. Excellente journée. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci Charles, merci à tous, bon dimanche. Au revoir.